Moi, je trouve ça hallucinant qu'on encourage depuis des années et des années les gens à faire du sport en disant c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, quand on va pas bien, c'est bien de faire du sport, puis on peut rencontrer des gens, donc il y a des vertus sociales, il y a même des vertus par rapport à des jeunes gens en difficulté, etc., etc., et qu'on ne décline pas de la même manière pour les pratiques artistiques, alors que ça relève des mêmes moteurs, des mêmes ressorts. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la joie d'accueillir sur le plateau aujourd'hui la directrice de la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs, un établissement culturel de la ville de Paris. Bonjour Sonia Leplat. Bonjour. Alors on va parler de cette maison, ou plutôt de ces maisons, puisque derrière la maison se cachent 5 lieux. Comment s'est créé d'abord cet établissement culturel qui n'a absolument aucun équivalent, je crois, en France ? Effectivement, c'est un établissement culturel atypique, unique en son genre. Il est né d'une volonté politique très forte de la ville de Paris dans les années 2005-6 qui s'est dit comment font les Parisiens et les Parisiennes qui répètent, qui pratiquent un art plutôt de l'ordre du spectacle vivant, théâtre, danse, musique, chorale, orchestre, pour se réunir et pour répéter. Et un grand questionnaire a été lancé sur l'ensemble des associations et des établissements déjà identifiés en la matière, qui a donné lieu à un constat assez évident d'un manque de lieux de répétition. Et sur la base de différents modèles un peu glanés en Amérique latine, sur des lieux un peu atypiques, de lieux partagés en fait. Mais de lieux déjà publics communs. Par exemple ? De lieux déjà publics, on ne peut pas vraiment parler de lieux publics ou privés dans certains pays, la dichotomie n'est pas si évidente, mais en tout cas, Bertrand Delanoë et son équipe, avec Christophe Gérard à l'époque, ont souhaité ouvrir des maisons, des lieux uniquement dédiés aux pratiques artistiques des non-professionnels, c'est-à-dire avec vraiment pas du tout l'idée de se professionnaliser, qui serait comme un tremplin avant une carrière professionnelle, mais bien comme une fin en soi de pratiquer pour le plaisir, par passion, par goût, par volonté d'essayer, qu'on soit plus ou moins aguerri, plus ou moins avancé dans sa pratique. Cette maison, ou ces maisons, comme vous le dites, sont effectivement ouvertes pour ça en premier lieu. Mais c'est étonnant parce qu'il existe, on va dire de manière très générale, des patronages, des salles paroissiales, des clubs de sport, des clubs de tout, dans tous les arrondissements. Alors oui, pourquoi, évidemment, sauf que à Paris, plus qu'ailleurs sans doute, l'immobilier est rare et donc cher, donc accéder à des lieux pour répéter, avec des budgets qui sont souvent très très réduits, voire inexistants, ça relève du défi. Donc effectivement, il y a des salles de classe, des salles paroissiales, des préaux, de la débrouille, mais c'est pas à la hauteur de l'exigence et de l'envie de ces personnes qui se mobilisent, consacrent beaucoup de temps et d'énergie à monter leur projet artistique. Monter une pièce de théâtre dans une troupe amatrice, ça peut prendre 6 mois, 10 mois, 18 mois, 2 ans, ça prend énormément de temps, avec énormément de sacrifices sur le temps personnel, voire sur le temps de travail. On a des amateurs et des amatrices qui s'adonnent tellement à leur passion qu'ils finissent par passer à 80% ou à 90% de temps de travail pour pouvoir avoir une journée ou une demi-journée à consacrer à leur passion. Donc, au vu de ça, et avec un esprit d'innovation que je salue vraiment, la ville de Paris a consacré un budget et des locaux uniquement pour accueillir le soir et le week-end, puisque notre établissement a la particularité d'être surtout ouvert de 19h à 22h et tout le week-end, toute la journée, le samedi et le dimanche. Il se passe quoi dans la journée en semaine ? Et plein d'autres choses, puisque du coup, il y a plein d'autres personnes qui ont du temps libre en journée. Donc ça va être des étudiants, ça va être des retraités, ça va être des groupes accompagnés dans le champ du social ou de la santé. Ça va être aussi des artistes émergents, pour le coup, qui ont, eux, du temps en journée. Je pense à souvent des très jeunes artistes qui sont même avant l'émergence, qui sortent de l'école, qui ont besoin de répéter pour des concours, pour... Ah oui, donc on n'est pas... Enfin, on va revenir sur le mot amateur. On va revenir sur le mot amateur. Mais en tout cas, on fait une vraie distinction, nous, entre ce qu'on va appeler, nous, des amateurs autonomes, qui ont vraiment conscience de leur projet, de l'entreprise, du temps que ça va prendre, des étapes, etc. Et qui, finalement, trouvent en la MP2A, en la Maison des pratiques artistiques amateurs, une solution immédiate et directe à leurs soucis, qui est souvent où nous réunir, et avec un budget, nous, on pratique des tarifs de service public, donc on est accessible, et des personnes qui ont des pratiques, alors après...
encadré, abouti et déjà très presque professionnel. Voilà. Nous, on fait pas de hiérarchie entre les deux, mais les temps de la journée, par exemple, ou les temps de la vie sont des repères parce qu'on n'est pas toujours disponible selon son âge, son statut, sa disponibilité en journée. Quand on est jeune parent, c'est pas pareil que quand on est pré-retraité. Donc, on va s'adapter et on va nous permettre au plus grand nombre possible de personnes d'accéder à nos salles en privilégiant ces rapports au temps, ces rapports à la demande, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présent donc dans 5 arrondissements, dans le 16e, dans le 11e. Alors, pas du tout dans le 16e. Pas le 16e. Non, le premier à avoir ouvert, c'était la MP2A Saint-Blaise dans le 20e, puis très rapidement derrière, la MP2A Brousset, Porte d'Ido, dans le 14e. Donc là, on est sur un bâtiment assez majestueux, ancienne chaufferie d'hôpital, rachetée à la PHP d'ailleurs. Donc le premier site qui a été vraiment pensé pour être une MP2A, donc 2013, c'est somme toute assez récent. Les Halles, effectivement, qui aujourd'hui accueillent notre siège social, les plus grandes salles qui sont insonorisées pour la musique et qui rassemblent des pratiques vraiment très variées dans des grandes salles danse, musique. En 2016, au moment de la rénovation complète du Forum des Halles. Et la dernière née, la MP2A Breguet, dans le 11e arrondissement, avec là aussi un studio de danse, un théâtre rétractable pour pouvoir pratiquer aussi plateau nu, et des salles d'exposition. Donc à Breguet et à Brousset, on a aussi des salles d'exposition. Et donc vous pratiquez donc l'accueil de pratiques artistiques à la demande, selon des dossiers déposés, enfin j'imagine. Selon plutôt, oui, alors il y a forcément un formulaire à remplir pour se faire connaître, mais on n'étudie pas les projets au sens qualitatif du terme. On discrimine pas à l'entrée. On ne dit pas, non, ce projet-là, on n'en veut pas. C'est combien un créneau? C'est à partir de 3 € de l'heure. D'accord. Ah oui. Et les plus chers, ça va être 8 € ou 10 € de l'heure. D'accord. Donc moi, je suis une compagnie de danse, je suis un artiste, je sais pas, clown, magicien. J'ai besoin d'une salle de répétition. Oui, vous prenez contact avec nous. Je prends contact et puis je réserve un créneau en fonction des disponibilités. Ça se fait aussi simplement que ça. Alors, c'est pas un créneau à la demande. On n'est pas comme une plateforme internet qui aurait des créneaux. On clique, c'est open. On y va. C'est comme la ville de Paris qui propose des tennis. On réserve une semaine sur l'autre. Non, c'est pas tout à fait comme ça. On se fait connaître en tant que projet. On peut être une association, on peut être un individuel, ça c'est pas du tout un problème, mais on fait connaître son projet parce que le nombre de créneaux demandés pour nous est un critère pour remplir au mieux les salles et accompagner les projets, parce qu'on ne fait pas qu'accueillir, on accompagne. Voilà, c'était la deuxième partie. Exactement. Et donc on essaye de rentrer en contact humain et artistique avec les personnes qui nous demandent des créneaux pour essayer de comprendre ce dont elles ont besoin en plus que des salles. Et donc, comme type d'accompagnement artistique, juridique, administratif, j'imagine. Exactement. Les choses que voilà. Tout à fait. On a besoin de créer une lumière, et ben on va faire une résidence au plateau. On a besoin d'être en contact avec un chorégraphe parce qu'on est une chorale, mais en fait on sait pas vraiment bouger sur scène et quand on joue sur des plateaux un peu grands, on est un peu perdu. Et donc là, nous, on peut faire appel à des chorégraphes ou à des metteurs en scène qui vont travailler avec les choristes. On peut être dans de l'accompagnement juridique sur les droits d'auteur, sur la question des demandes d'autorisation, sur la question de monter ou pas une association, la billetterie, comment ça marche pour les amateurs. Donc il y a énormément de sujets. Et en fait, on essaye d'être au plus près des demandes, soit parce qu'on identifie qu'il y a beaucoup de demandes sur un même sujet, donc on va traiter le sujet et on va essayer de partager les informations avec le plus grand nombre de personnes, soit on est sur à la carte, on est la compagnie XY, on a vraiment besoin de ça, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Et l'accompagnement, dans ce cas-là, il peut prendre plein de formes différentes. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois pour une table ronde sur les droits culturels. Dans cette table ronde, on s'est notamment interrogé sur la question du mot amateur. Qu'est-ce qu'un amateur? Qu'est-ce qu'un professionnel? C'est peut-être le seul endroit où on s'interroge en fait sur cette distinction-là. Dans la politique, la vision politique de la MP2A, qu'est-ce que veut dire le mot amateur? D'autant plus que vous venez de me faire comprendre que vous accueillez aussi des jeunes professionnels émergents. Oui, et puis on accueille des gens surtout qui ne se qualifient pas d'amateurs. En fait, c'est les professionnels qui qualifient les amateurs d'amateurs pour se distinguer. En France, le mot amateur relève vraiment d'une conception du code du travail, en fait. Pas du tout d'une politique culturelle à la base. Donc il y a vraiment les professionnels qui ont un statut de professionnel avec un droit du travail qui définit très clairement ce que c'est que ce statut et comment on peut l'exercer. Et puis par ailleurs, il y a des gens qui pratiquent sans obtenir de rémunération, qu'on appelle des amateurs.
et qui ont un certain nombre de droits de possibles. Ils ont un périmètre, mais qui est un statut code du travail. Et en fait, ce qui, moi, me pose problème, éthiquement et politiquement, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de définition de l'amateur par la positive, sauf le sens étymologique qu'on ressort très régulièrement. Et il y a des partisans du mot amateur, il y a les détracteurs du mot amateur. Donc en gros, les partisans vont dire oui, mais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, sans faire de mauvais jeux de mots. Là, on a limite la chanson qui arrive. On a limite la chanson, je suis désolée. C'est la passion, c'est s'adonner à sa passion, c'est aimer, donc faut garder le mot amateur. Et puis les détracteurs vont dire bah non, c'est péjoratif, travail d'amateur, amateur, un truc poussiéreux qui ressemble vaguement à un truc professionnel. Jean-Michel Lucas disait que le mot amateur, c'était peut-être le seul mot qu'on définissait dans les politiques culturelles de manière 5 fois négative. Oui, tout à fait. Jamais de positivité. Des gens qui ne sont pas payés, des gens qui ne sont pas professionnels, bref. Donc, pour un peu aller plus loin que cette frustration, en fait, parce que Maison des pratiques artistiques amateurs, c'est déjà pas un titre très facile à porter pour cette maison, mais le mot amateur est celui qui accroche le plus et qui donne lieu à des polémiques. Donc nous, ce qu'on analyse, c'est que il y a autant de manières d'être amateur qu'il y a de personnes. On est d'abord dans de la pratique, et c'est ça qu'on retient beaucoup, c'est le faire. Nous, on est le lieu du faire, et on accueille la légitimité des personnes qui font. Elles font ce qu'elles veulent, c'est-à-dire elles ont une initiative, un projet qui est construit, qui a un début, une fin, qui a un financement, qui a un financement de création, pas de rémunération, parce que c'est vraiment le seul critère auquel on ne déroge pas. Il n'y a pas de professionnels qui répètent, et notamment sur les créneaux du soir et du week-end, etc. On est un peu plus tolérant avec les très très jeunes gens qui veulent se professionnaliser, mais de fait, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas rémunérés. C'est ce qu'on appelle l'émergence. On pourrait faire un débat sur l'émergence, parce qu'il y a aussi autant d'émergence que de structures qui accompagnent l'émergence. Mais en fait, c'est vraiment pour nous des très jeunes gens qui se mettent vraiment au travail et qui, de toute façon, n'ont pas d'autre endroit où aller que nous. Et vous dites que... Sur la question d'amateurs, du coup, pour moi, il y a vraiment plein de nuances possibles. Il y a, par exemple, des habitants qui vont participer à un projet participatif, ne sont pas des amateurs pour autant. Il y a une question d'autonomie, en fait, parmi ces personnes qui pratiquent, qui montent des troupes, qui montent des chorales, qui dirigent des orchestres. À un moment donné, quelle est l'autonomie ? Et je pense que les politiques publiques, et notamment la MP2A à cet endroit-là, a un rôle à jouer dans l'émancipation et dans le développement de la capacité des personnes. Et après, qu'on soit habitant, de passage, voisin, partenaire, membre d'un groupe qui vient de manière accompagnée, on est dans de la pratique artistique, comme dans l'éducation artistique et culturelle, par exemple. On va être dans un type de pratique qui correspond à un projet donné, à un âge donné, à un temps donné avec un artiste professionnel ou pas, parce que les amateurs qui répètent chez nous, pour beaucoup, ne sont pas du tout encadrés par des professionnels, ils sont complètement libres et légitimes. Et c'est ça qu'on raconte à la MP2A, c'est que la parole humaine, l'expression, elle peut passer par l'artistique tout aussi légitimement que par le sport, le loisir, peu importe. Elle est légitime, et sauf qu'en spectacle vivant, il lui faut des lieux adaptés. Et c'est là où la ville a eu cette bonne intuition d'ouvrir des lieux adaptés au spectacle vivant. On peut tout à fait être d'accord sur le fait que le mot amateur, effectivement, est peut-être le mot qui accroche le plus dans le titre de la maison des pratiques artistiques amateurs. Mais le mot artistique aussi peut interroger. Oui. Parce que à quel endroit se situe l'art, en fait ? Oui. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est... alors ça dépend comment aussi on définit ce mot, mais est-ce que ce n'est qu'un loisir comme ça, ou est-ce que c'est vraiment pris à bras-le-corps ? Est-ce que c'est une interrogation que vous avez ou pas du tout ? De toute façon, les arts sont identifiés, on va dire, de manière simple, et on va pas créer un débat là où il n'y en a pas. On va pas créer un débat là où on n'en a pas, parce que l'art, c'est l'art. En fait, l'expression artistique, qu'elle soit maîtrisée, balbutiante, technique, exigeante ou moins exigeante, elle a le mérite d'exister. Il faut bien commencer par quelque chose. La première fois qu'on a chanté, on n'a pas chanté juste. La première fois qu'on a dessiné, voilà. Donc quand on est enfant, ça paraît très mignon. Et on a tendance à encourager, et l'éducation artistique et culturelle, c'est une manière de le faire, même si il y aurait beaucoup à redire là-dessus. Mais en tout cas, je crois fondamentalement qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, qu'il n'y a pas d'âge pour changer ses pratiques, ou passer quelqu'un qui aurait fait du théâtre toute sa vie et qui se dit bah tiens, je veux me mettre à la danse, mais il se trouve que je fais 1m95 et 150 kilos, et qu'on m'a toujours dit que la danse c'était pas pour moi. Comment vous le savez ? Et donc c'est un laboratoire, c'est un lieu d'essai, c'est un lieu où on a le droit de se tromper, on a le droit de venir, de pas venir, et ça manque cruellement dans notre paysage, dans notre quotidien. On a toujours des lieux où il faut
avoir réussi déjà. Il n'y a pas de droit à l'erreur, il y a très peu le droit à l'erreur. Même à l'école, il n'y a plus le droit à l'erreur. On est vite évincé. Si on ne fait pas partie de la tête de classe, dès qu'on le droit à l'erreur, ça vous est cher parce que vous en parliez déjà aussi il y a quelques mois. De dire que c'est le principe des politiques culturelles. Enfin, c'est le principe des droits culturels à l'intérieur de ce cadre que sont les politiques culturelles. C'est de dire toute tentative qui prend en compte la personne nécessite forcément du temps de recherche, de en fait, tâtonnement. On devient qui on est par un chemin, c'est un processus. Donc la Maison des pratiques artistiques amateurs, pour moi, c'est comme un totem du faire. On est là pour faire. Et quand on fait, on ne sait jamais si on est à la fin d'une action, au début. Alors quand on est au début, on le sait, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et on ne sait jamais quand on a réussi. C'est un peu comme vivre. Finalement, on peut mourir demain comme mourir dans 20 ans. On n'en sait rien. L'important, c'est de vivre. Donc toutes les expériences qui vont nous enrichir, elles vont nous faire grandir, elles vont nous émanciper individuellement et collectivement. Et là où la MP2A me passionne, c'est que ça fait partie de ces services publics, de ces politiques publiques qui vont faire la jonction, la connexion entre l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. On peut venir seul à la MP2A et rencontrer plein de gens et finalement se fédérer, trouver des communautés, trouver du sens à une dynamique collective, comme on peut déjà arriver en collectif et faire progresser son collectif, voire élargir son collectif, faire splitter son collectif pour en créer d'autres. Tout ça est possible et c'est assez formidable de s'autoriser et d'autoriser les paroles de toutes ces personnes qui ne demandent pas du tout ni de devenir professionnels, encore moins de devenir des stars, encore moins de devenir connus. C'est pas du tout le sujet. On est en dehors de toutes les considérations auxquelles on veut nous faire croire en ce moment qu'elles sont dominantes et uniques, de star system, de médiatisation à outrance, etc., etc. Vous venez d'évoquer les politiques publiques, donc ça tombe bien. Je voudrais aborder avec vous la question des politiques culturelles de manière générale, en vous citant. Oh là là. Dans une tribune du 3 avril 2020 que vous avez publiée sur ScèneWeb, vous dites, alors je fais quelques coupes dans le texte, parce qu'il est assez long. Il est long. Mais, j'avais du temps. Mais voilà, en avril 2020, à cette époque-là, en avril 2020, il se passait pas grand-chose. Effectivement, on pouvait réfléchir aux 70 ans de politique culturelle. Donc, je vous cite, 70 ans de politique culturelle moderne n'ont eu que peu d'efficacité au regard du nombre de personnes impactées. Je crois que nous entretenons un modèle descendant qui ne se pose pas suffisamment et honnêtement la question de ses finalités et de leur articulation avec les autres politiques publiques. On nous demande de faire de la culture en mettant de côté les bons morceaux, de faire du bon avec du pas cher, de produire bio et local, le tout pour un banquet sans limite de convives. Et il y a cette phrase, la pratique artistique amateur se fout des politiques culturelles et elle a bien raison. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça peut sembler un peu contradictoire. Alors, on peut sentir ce qu'il peut y avoir de provoque. C'est une phrase prise en dehors de ce contexte où on sent ce qu'il y a derrière. C'est de dire, il faudrait mettre la première phrase et la dernière phrase en regard. 70 ans de politique culturelle moderne n'ont eu que peu d'efficacité au regard du nombre de personnes impactées, et puis de mettre ça au regard de la pratique artistique amateur. Mais si on rentre dans le fond de ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Déjà, il faut lire cette tribune entièrement. Non, merci de me citer. Voilà. Je crois profondément que les politiques culturelles se fondent et se sont fondées à l'origine, Malraux, etc., sur une bonne intention, sincèrement. C'est-à-dire que l'envie de partager ce sentiment, je parlais d'émancipation, je pense que ça a à voir avec ça. Alors, on peut parler de beaux-arts, on peut parler de savoir, on peut parler de connaissances, de culture scientifique, les œuvres capitales de l'humanité, etc. Je trouve que c'est une excellente intention de vouloir les partager au plus grand nombre. Sauf que ça élude des questions fondamentales. Qui décide que les œuvres capitales de l'humanité sont les œuvres capitales de l'humanité ? Donc ça pose la question de l'expertise et du choix collectif de se reconnaître dans quelque chose. Se connaître pour se reconnaître. Donc ça, c'est déjà très droit culturel. La question pour être très pragmatique et très concret, aujourd'hui, ce qu'on nous demande dans les lieux, dans les établissements culturels, c'est de toucher tout le monde. Il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, qu'il faut autant de femmes que d'hommes, qu'il faut tous les âges, qu'il faut des publics défavorisés qu'on va amener à la culture, parce qu'il y a un présupposé. Alors on fait un petit peu plus attention au vocabulaire maintenant qu'il y a quelques années, mais il y aurait des gens qui n'auraient pas de culture et puis des gens qui auraient accès à la culture. Moi, tout ça, ça me scandalise profondément parce qu'en fait, la culture au sens anthropologique du terme,
c'est tout ce qui nous constitue comme être humain. Donc, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre parcours, on a une langue, on a une couleur de peau, on a des pratiques à la base familiales et sociétales, on a des modes de vie, et après, la question, c'est quel choix de vie on a. En fait, ce que vous dites là, quand vous dites la pratique artistique amateur se fout des politiques culturelles, elle a bien raison. Elle n'a pas besoin de ça pour exister. Il y a toujours eu des pratiques artistiques. Voilà, mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est les politiques, elle se fout des politiques culturelles telles qu'elles ont été pensées depuis 70 ans, savoir une sorte de démocratisation culturelle, c'est-à-dire pas seulement artistique, mais culturelle. En fait, il y a un modèle. Il y a un modèle qui est effectivement pyramidal. Mais pour finir, parce que ma question, elle serait la suivante, c'est si la politique culturelle était pensée de manière de subsidiarité, enfin selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire un modèle ascendant, là, pour le coup, la pratique artistique amateur ne s'en foutrait pas de ces politiques culturelles qui prendraient... Elle s'en foutrait pas parce qu'elle serait reconnue, elle serait incluse. La question de la culture au sens très restreint de ce qu'on en fait des politiques culturelles, alors encore une fois, avec une bonne intention de départ, ça a été hyper restrictif. Ce sont les beaux-arts et les pratiques artistiques au sens strict, alors que la culture au sens large comprend tout ce qui nous définit et tout ce qui nous humanise et tout ce qui fait qu'on fait du collectif ensemble et que ça a du sens. Donc la question, c'est quel est ce sens ? Qu'est-ce que veulent faire ? À quoi ça sert une politique publique de la culture ? À échelle de l'État, à échelle des collectivités territoriales, on peut le décliner, à échelle d'un établissement. À quoi on sert profondément ? Qu'est-ce qui fait que on ajoute quelque chose qui serait pas là si on était nous-mêmes pas là ? C'est ça la question que je me pose toujours dans tous les jobs que j'occupe, c'est qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de mon travail, du travail de mon équipe ? Donc une fois qu'on s'est dit ça, la culture, elle ne peut pas être réservée à un seul domaine professionnel de la culture tel qu'on l'entend aujourd'hui en France, avec tous ses avantages, des statuts, l'intermittence du spectacle, etc. Tout ça est très bien. Mais si on prend une échelle un peu plus macro, on se rend compte que dans le social, on fait de la culture, dans l'éducation, on fait de la culture, dans la vie, on fait de la culture à plein d'endroits. Le sport est une culture, c'est un mode de vie. Donc si on prend tout ça dans une considération plus large et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on s'efforce d'accompagner, de révéler presque au sens photographique ce qui se passe quand on observe, alors le champ des possibles, il est immense, il est beaucoup plus large que si on parle des œuvres capitales de l'humanité, par exemple, pour reprendre un extrême différent. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment les établissements ou les politiques publiques vont non plus être dans l'injonction d'une programmation faite par des experts qui consiste à créer des cases qu'ensuite toutes les équipes de relations publiques de France et du monde s'évertuent et s'échinent à remplir avec des publics et en plus en respectant des nombres, des quotas, etc., etc. Tout ça toujours en partant d'une très bonne intention, mais écouter ce qui se passe, suivre et accompagner les énergies, les initiatives, les volontés des personnes qui ont de fait, on a tous une pratique artistique. Après, elle se développe ou pas, et ça devrait relever d'un choix personnel ou collectif. Mais pour que les gens aient le choix, il faut leur donner le plus d'outils possible. Donc je pense que le rôle des politiques publiques, la MP2A. c'est un des possibles. Heureusement, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens formidables qui font des trucs. C'est le projet que vous portez. Et c'est de dire, on met à disposition le plus d'outils possibles à des degrés d'attendus différents, parce qu'on est tous très différents et on a des attentes différentes, et on invite les gens à venir se servir de ces outils, mais aussi à proposer les leurs. Donc c'est un dialogue, c'est un échange. Et donc la question de l'expression artistique, comme toute autre expression, elle est légitime, qui qu'on soit, quel que soit le projet. Juste le plaisir, par exemple, le moteur de se faire plaisir. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on encourage depuis des années et des années les gens à faire du sport en disant c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental. Quand on va pas bien, c'est bien de faire du sport. Puis on peut rencontrer des gens. Donc il y a des vertus sociales, il y a même des vertus par rapport à des jeunes gens en difficulté, etc., etc. Et qu'on ne décline pas de la même manière pour les pratiques artistiques, alors que ça relève des mêmes moteurs, des mêmes ressorts. Sauf qu'on n'a pas forcément mis les mêmes outils en place au démarrage de tous ces parcours de vie qui peuvent être plutôt sportifs, plutôt artistiques, voire les deux. Parce qu'en fait, c'est pas du tout incompatible tout ça. Dernière question. Quel est votre projet pour cette année ? Un axe que vous aimeriez creuser cette année ? La thématique de saison cette année, ce sont les invisibles. Les invisibles dans les deux acceptions un peu les plus évidentes du terme. C'est à la fois les personnes invisibilisées par cette société qui norme beaucoup ce que je viens de raconter. Donc on va travailler avec certains artistes et certaines compagnies amatrices qui vont mettre en avant des enjeux de société qui leur tient à cœur. Et puis les invisibles, c'est aussi toutes les parts de nous
qu'on ne dit pas, qu'on tait, qu'on dissimule. Ça peut être nos traumas, nos mémoires, nos envies, nos goûts, nos plaisirs, qui nous constituent profondément et qu'on met rarement en avant parce on se réunit dans des contextes qui sont très efficaces. On va parler de nos métiers, éventuellement de nos statuts familiaux, mais on va rarement dépasser ça. Et la question de poser profondément la question de qui on est, de qu'est-ce qu'on raconte de nous si on a le choix, ça va créer des connexions entre les humains de manière totalement différente que si on s'en tient à nos statuts professionnels ou à la manière dont on s'est rencontrés dans un cadre précis. Donc c'est ça le thème. Merci. Et on va passer de l'invisibilité à la visibilisation d'une œuvre artistique, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous souhaiteriez partager. Alors je voudrais partager un essai de Kay Tempest, qui est une artiste britannique, qui s'appelle Connexion, et qui est un ouvrage qui, pour moi, rend limpide toutes les questions qu'on se pose sur les droits culturels, sur l'accès à la culture, mais surtout sur l'accès à soi-même, qui on est vraiment. Et cette artiste, qui est aussi slameuse, chanteuse, parce qu'elle est aussi dans une double identité de genre. Donc elle pose vraiment pour elle-même toutes les questions fondamentales, je trouve, de notre société. Alors avec un prisme évidemment très artistique et très sachant, on va pas se mentir, mais qui quand même pose des mots simples sur des enjeux de politique publique et d'accès à l'art et de partage des richesses communes, qui moi m'a particulièrement parlé à un moment de vie où justement je pense que tous et toutes on s'est posé de nombreuses questions sur le sens de nos vies, et ce livre a fait partie de mes réponses. Connexion, aux éditions de l'Olivier, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup Sonia Leplat d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en diffusant cette vidéo, en parlant de nous autour de vous. Le moindre clic de votre côté est un grand soutien pour nous. Merci et bonne journée à vous.